Donc, on continue dans le fond la discussion qui a eu lieu juste avant sur le lien entre la RSE et les conditions de travail. Et cette fois-ci, on va l'aborder d'un angle qu'on a commencé à aborder pour celles ceux qui étaient là au début de la journée d'hier. On a présenté des vidéos sur Ford, donc sur l'innovation, sur la transformation du marché de l'emploi par les employeurs, par l'innovation. Donc on va continuer cette discussion-là, mais en la rapprochant un peu de ce qui se fait aujourd'hui sur l'innovation. Donc, sans plus tarder, je suis Jonathan Michaud, en passant, cofondateur d'Emploi des possibles. Je précise ça. Donc, sans plus tarder, les panélistes. Donc, on a avec nous, à ma gauche, Maha Bereshid, qui est conseillère au développement économique, au service de développement économique de la Ville de Montréal. Monsieur Philippe Barré, qui est professeur agrégé à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Monsieur Michel Lefebvre, qui est directeur général de l'agence Topo. Monsieur Maxime Gauthier-Bourbonnais, qui est CEO de Mérigno. Et Monsieur Martin Gagnon, qui est physiothérapeute et président d'Active Coop Coopérative. On va commencer avec la première question. Donc, dans quelle mesure le numérique a-t-il transformé la nature des entreprises dans leurs frontières territoriales, économiques et salariales? Mais une chose aussi qu'il faut constater, et puis c'est ça que je mets un bémol un peu là-dedans, c'est qu'on parle beaucoup d'essor technologique, de nouvelles technologies, mais on oublie que Québec, on est un petit peu en retard là-dessus. 12% seulement des entreprises sont en ligne. Donc, le numérique est une tendance irréversible. Les entreprises qui ne sont pas au rendez-vous vont être moins compétitives et vont être moins viables. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important, que les entreprises se mettent en ligne, qu'elles suivent ces formations-là. Et nous, à la Ville, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises et de leur offrir un peu de l'expertise, de l'accompagnement pour être innovantes et pour aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça le topo des nouvelles tendances. Merci. Une réponse très complète. Monsieur Barré. Oui. C'est complet. Alors, bonjour. Donc, moi, j'aurais une réponse ou un débat plutôt. Je n'ai pas fait vraiment de grand exposé, mais j'essaie plutôt d'initier un débat ou de rebondir sur ce qui a été dit. Je commencerai peut-être par dire que le numérique, ou ce qu'on appelle la révolution numérique, effectivement est porteur d'un tas de changements, à la fois dans les usages, sur le plan des technologies, sur le plan de l'organisation, etc. Mais c'est un mouvement, je dirais, qui est relativement continu, au sens où c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Je citerai simplement le cas des processus d'automatisation, de robotisation, etc., qui sont en cours depuis très très longtemps, plusieurs décennies. Donc l'innovation, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça de manière bien datée, mais c'est un processus qui, je pense, a des racines relativement longues. Et donc, on est dans un processus, dans un mouvement vraiment continu, qui, je pense, effectivement, a des rapports vis-à-vis des enjeux du travail et de l'entreprise, et notamment des frontières de l'entreprise. Alors, quels sont ces rapports-là? Moi, essentiellement, je dirais que le numérique, effectivement, va précipiter une forme de déformalisation de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'était quelque chose, on voyait assez bien ce que c'était, on avait surtout en tête les grandes entreprises. Tu citais le cas de Ford tout à l'heure. Une entreprise, voilà, ça a des frontières, un découpage juridique, organisationnel. Le numérique vraiment va faire exploser ça. Et donc, encore une fois, c'est pas que le numérique, le reste des innovations qui nous précèdent, etc., a déjà participé à rendre finalement l'entreprise assez virtuelle sur le plan de l'organisation. Et donc, aujourd'hui, une organisation, qu'elle soit publique ou privée, finalement, est en connexion avec plusieurs autres organisations et sa valeur, son efficacité dépend vraiment de ces connexions-là. Donc, le numérique, effectivement, est une innovation dans ce sens-là parce qu'elle va vraiment, je dirais, changer complètement les dynamiques d'organisation, les dynamiques de marché, mais les dynamiques de création, les dynamiques artistiques aussi, probablement. Ce serait intéressant d'échanger là-dedans. Donc, moi, je dirais vraiment ça
ouvre les frontières de l'entreprise, ça les rend dans une très large mesure beaucoup plus virtuelles, beaucoup plus poreuses en fait qu'auparavant. Alors, 3 choses là par rapport à la question, ça dit quel est l'effet de ça sur les frontières territoriales. Alors, je pense qu'on est en fait aujourd'hui dans un rapport très intéressant au territoire. Qu'est-ce que c'est un territoire? C'est peut-être une ville, une métropole, c'est peut-être une région, ça peut être un espace rural, ça peut être une région plus large dans le monde. Les entreprises sont à la fois beaucoup plus connectées, beaucoup plus ancrées en fait au territoire qu'avant. Elles dépendent en fait beaucoup plus de cet ancrage-là, et en même temps beaucoup plus libres, au sens où on est dans une économie globalisée, et même les très petites entreprises ou même les travailleurs indépendants peuvent se situer en fait dans des niveaux d'action, sur des marchés, etc., qui sont de nature internationale. Et donc, aujourd'hui, c'est intéressant, sur le plan d'une métropole ou d'autres espaces, de voir en quoi, en fait, les territoires sont vraiment porteurs de ressources pour le développement économique, et notamment de ressources immatérielles, qui sont vraiment fondamentales pour la prospérité de nos sociétés, et pas seulement la prospérité économique, mais aussi d'un espace plus large, l'espace transnational, etc., dans lequel, finalement, aujourd'hui, fonctionnent à la fois les entreprises et les acteurs du travail, tous les acteurs du travail. Alors, frontières économiques, là aussi, vis-à-vis de l'entreprise, l'effet du numérique a comme effet, je pense, de diluer dans une très large mesure ces frontières économiques, au sens où, aujourd'hui, il y a des formes de connexion, des participations, etc., financières, des entreprises l'une par rapport à l'autre, qui rendent en fait l'idée même de l'entreprise un nom avec une affiliation juridique de plus en plus virtuelle. Il y a des formes des prises de participation, etc., entre les différentes entreprises qui font que ça n'a plus tellement de sens de penser uniquement en termes d'unité d'entreprise, mais beaucoup plus, encore une fois, de liens. Et enfin, troisième éclatement de ces frontières, les frontières salariales. Aujourd'hui, effectivement, c'est les grands défis qui nous attendent, c'est que les acteurs de l'entreprise, ces travailleurs, en fait, sont de plus en plus, là aussi, aux marges de l'entreprise, à ses frontières. On travaille en équipe, on travaille en réseau, on est effectivement payé par une entreprise, ou parfois on est son propre employeur, mais on est aussi finalement dans une configuration du travail qui est celle d'un réseau, beaucoup plus que de l'entreprise. Donc, pour résumer, je dirais que l'effet du numérique, c'est ça vraiment, a pour effet de faire vraiment éclater ces frontières et de placer tout le monde finalement aux marges de celles-ci. Mais je pense qu'il ne faut pas surestimer vraiment l'unité entreprise comme effectivement le terrain de jeu ou l'unité là, dans laquelle finalement s'opère l'action économique, la création, etc. On est beaucoup plus aujourd'hui à la périphérie de tout ça. Mais tout d'abord, je voudrais présenter un peu l'agence Topo, en fait, qui est... je ne sais pas si est-ce que le micro fonctionne? Ça fonctionne? Donc, je voudrais présenter un peu l'agence Topo. En fait, c'est un centre d'artistes. Un centre d'artistes, c'est constitué en organisme et sa structure financière dépend principalement des conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada. Nous, on a commencé, en fait, moi j'ai investi le web à peu près, j'ai fait mon premier site web comme en 1995. Ensuite, avec l'agence Topo, en fait, qui était à l'origine une agence de détective dans un photoroman multimédia qui a été diffusé à la radio, en CD-ROM et à l'Internet. Alors, c'est à partir de là qu'on a exploré ce que pouvait devenir la fiction multimédia, la fiction en ligne, la fiction web, et plus largement l'art web et comment est-ce qu'on articulait de nouvelles formes de récits, de nouvelles formes d'art, de nouvelles propositions artistiques, en travaillant avec des artistes de diverses disciplines. Alors, on avait à l'époque, évidemment, on s'est doté d'un lieu, on a commencé à obtenir du financement régulier des conseils des arts, tranquillement, parce qu'on est dans un nouveau domaine, donc on était dans les derniers arrivés. Et on s'est constitué un lieu, on a acheté des machines, des grosses tours, et on créait des expériences virtuelles, des propositions narratives virtuelles. Et à un moment donné, on a pris goût à donner à
à créer une expérience terrain à partir de l'expérience virtuelle. Donc, à jumeler des expositions en lien avec le site web, la fiction web qu'on créait. On a fait de l'édition parallèle. Au début, c'était le DVD à l'époque. Même le livre. Ensuite, on a jouxté la performance. Et maintenant, on est beaucoup dans en fait, ce que le monde cherche, c'est la création d'une expérience. Les gens aiment, on peut tous travailler à distance. Évidemment, on a libéré nos grosses tours qui nous rendaient attachés à un lieu. On peut travailler, évidemment, de la maison, de n'importe où, du café, avec des collaborateurs. Ma collègue qui s'occupe des communications peut faire le travail de chez elle. Donc, toute la question du lieu change. La question de la mobilisation du public aussi change. Donc, les gens veulent qu'on leur propose une expérience, un lieu de rencontre, un espace de socialisation. Et c'est dans ce sens-là que toute la structure de travail évolue. Parallèlement, évidemment, on doit faire appel à une très grande diversité de compétences technologiques pour créer des projets. Parce qu'à chaque fois qu'on imagine un projet en art numérique, la première chose dès qu'on imagine une fonction, on rajoute un zéro. Fait que là, on pense à une autre fonction. Ah, là, on rajoute un autre zéro. Là, à un moment donné, on dit non, on peut pas. Là, on essaie de trouver des ressources. Et ces ressources-là sont, pour la plupart, mobiles, sont plus rattachées à l'organisme. Et le tarif monte parce que c'est plein de travailleurs autonomes qui chargent au bas mot 40 minimum, 50, puis là 60. Puis là, nous, avec les moyens des conseils des arts, on n'est pas capable de suivre cette structure-là. Fait que il y a un changement. Notre lieu physique, notre espace physique devient moins important que l'espace réseau. Et ça nous pose des questions là, au niveau de notre plan d'activité. Alors, c'est un peu c'est un peu ça pour ouvrir le terrain. Hein? Je vous laisse la parole. Oui. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, dans quelle mesure le numérique va affecter les entreprises à différents niveaux? Nous, à fait Mérinio, ce qu'on fait, c'est un peu ça. On veut démocratiser la gestion des horaires. Donc, en 30 secondes, offrir plus de flexibilité aux employés dans la gestion des horaires, pour avoir des horaires atypiques. Et puis leur offrir plus de flexibilité, de conciliation, travail-études, travail-famille. Donc ça, c'est mon entreprise. Mais pour répondre à la question, effectivement, le numérique amène plusieurs changements à différents volets, tant au niveau des entreprises, au niveau des employés, puis aussi au niveau des consommateurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a beaucoup de changements d'habitude au niveau de la consommation de nos biens. Et puis ça amène beaucoup de pression sur les entreprises locales. Il faut faire attention, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises québécoises qui sont en ligne, qui font du commerce électronique, donc des programmes gouvernementaux, en fait, travaillent dans ce sens-là, mais on a beaucoup de travail à faire encore. Il y a aussi l'aspect mondialisation. La compétition est grandissante. Donc, encore là, plus de pression au niveau des entreprises. Il faut que le consommateur se responsabilise. Il faut trouver une manière de l'éduquer pour effectivement qu'il y ait une certaine conscience d'encourager les entreprises québécoises à plusieurs volets, les entreprises locales. Ce qui est intéressant du numérique, c'est qu'on peut responsabiliser les employés, ce qui crée un travail qui est stimulant, donc avec plusieurs outils, comme des outils qui vont prendre un peu le pouls de la satisfaction des employés. Ça les stimule. Il y a aussi beaucoup d'outils technologiques qui leur permettent de ne plus nécessairement avoir un travail à la chaîne qui est non stimulant et qui crée des emplois qui sont pas viables là, à long terme. Il y a une tendance aussi chez les jeunes qui est de plus en plus grandissante. Là. Je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais d'ici 10 ou 20 ans, il va y avoir 50% des employés qui font des freelancers, donc des travailleurs autonomes. Donc le virage numérique va un peu aider à ça avec les outils de communication qui existent. Donc c'est comme ça que les entreprises vont pouvoir s'adapter à ces nouvelles tendances-là que les jeunes recherchent comme emploi.
On pense souvent que l'automatisation est un peu synonyme de perte d'emploi. Moi, je suis plus... Peut-être que je suis un peu naïf, là, étant donné ma formation, mais je pense au contraire qu'on va stimuler la qualité des emplois. Et puis que des emplois qui sont du travail à la chaîne, peut-être qu'eux vont partir, mais on va créer des emplois qui sont de plus en plus stimulants pour la masse ouvrière. Et puis, finalement, c'est ça. C'est au niveau de des possibilités des entreprises, mais comme on l'a mentionné, Philippe, il y a de plus en plus de possibilités. Les territoires sont de moins en moins fermés. Et puis, étant donné que ce que les employés recherchent, c'est plus du freelancing, on peut penser éventuellement qu'il va y avoir de plus en plus de tendances pour le télétravail. Il y a des territoires, si on pense à la Californie, il y a tellement de compétition au niveau, par exemple, des programmeurs. Pourquoi pas que ces entreprises-là pourraient effectivement aller chercher des employés qualifiés à l'extérieur. Bon, il reste il va y avoir un peu de travail législatif à faire, j'imagine, entre les différents territoires, mais c'est toujours une possibilité de ce côté-là. Donc, je pense que le numérique peut amener beaucoup de positifs. Il ne faut pas le voir comme du Big Brother, mais plutôt comme un avantage qu'on peut utiliser ici au Canada, ici au Québec, pour améliorer la qualité d'emploi et puis la compétitivité des entreprises. Super. Ça marche? On m'entend? Oui, ça va. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu la compagnie pour laquelle je travaille. Donc, on a formé Active Coop, qui est une coopérative en réadaptation et prévention. C'est la première coopérative de travailleurs dans le domaine de la santé. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'amener le numérique. Je pense que la question, je l'ai plus pris d'amener le numérique vers le RSE. Comment on peut, en tant que compagnie de la santé, amener une raison sociale, amener les gens à se mobiliser, amener le personnel à se mobiliser à l'intérieur de tout ça. Donc, nous, notre prémisse de base chez Active Coop, c'est en fait d'utiliser une partie de nos excédents annuels en tant que coopérative, puis de les réinvestir en prévention communautaire. Donc, on prend 15% de nos excédents, puis on les remet en prévention directement, où on va payer nos employés. Donc, finalement, on augmente l'implication de nos employés à l'intérieur de notre raison sociale. Donc, c'est un peu un lien qu'on fait entre les deux, pour pouvoir aller sur le terrain puis aller amener une prévention directement pour pouvoir donner le moyen aux gens qui ont moins les moyens financiers de se payer la réadaptation privée, d'avoir des services qui devraient être comblés par le public. Puis on connaît la réalité du public actuellement. On a des coupures qui arrêtent sans cesse. Là, je veux dire, on a sans cesse des coupures des services. Donc, tous les services de prévention qui étaient présents, ce qui, à mon avis, est essentiel là, pour l'avenir de la santé au Québec. Mais on essaie de pallier ça un peu. L'avantage du numérique, c'est d'avoir l'accessibilité aux gens, d'avoir un peu directement, de pouvoir mobiliser les gens de cette façon-là au niveau de la prévention, d'amener notre personnel à aller faire de la formation, à aller écrire des blogs, à aller directement vers les gens, parce que les gens utilisent beaucoup tout ce qui va être médias sociaux, Instagram, Facebook, puis tout ça. Donc, ça nous permet quand même d'utiliser ces médias-là pour atteindre une population qui est autre que juste la population très, très locale. En réadaptation, ce qu'on avait auparavant, c'est les petites cliniques qui étaient présentes. Donc, il va s'installer, par exemple, nous, on s'installer dans Villeray, on va avoir de l'influence au niveau communautaire sur nos quelques rues aux alentours, sur les affichages qu'on va avoir, puis tout ça. Par les médias numériques, maintenant, on est capable d'avoir une plus grande portée de l'éducation et de la mobilisation, autant au niveau des clients, de la société, puis essayer de dire, notre mission en tant que professionnel de la santé, c'est d'amener une meilleure connaissance des gens dans la prévention, puis dans l'ensemble des domaines aussi. Comprendre qu'est-ce qu'un ostéopathe versus un physiothérapeute, qu'est-ce les différences à ce niveau-là. Les gens recherchent maintenant, ne veulent plus appeler, ne veulent plus se présenter pour poser des questions. Les gens recherchent l'information par le numérique. Donc, c'est un moyen où on peut présenter ça, puis qu'on peut aller chercher cette information-là, puis informer les gens. Donc, ce qui est vraiment intéressant d'amener ça, ce qui est difficile dans ce start-up, nous, on a débuté notre pratique là, il y a 3 mois, puis on voit déjà ces difficultés-là au numérique. On voit que les grandes entreprises qui ont été formées dans le domaine privé dans les années 90 deviennent de plus en plus grosses, puis les petits start-up dans notre domaine sont de moins en moins présents. Pourquoi? Parce que justement, ce numérique-là amène un désavantage où ça demande beaucoup de coûts. Tantôt, on parlait d'ajouter les zéros, ce qui fait en sorte que les petites entreprises ont plus de difficultés à avoir cette visibilité-là numérique, d'avoir cette présence-là, puis toutes les attentes des clients, autant au niveau de l'éducation
Au niveau des prises de rendez-vous en ligne, les gens ne veulent pas avoir besoin d'appeler, ils veulent pouvoir prendre rendez-vous en ligne, ils ne veulent plus qu'on les appelle non plus pour confirmer le rendez-vous, ils veulent recevoir un texto. Puis ça, c'est des coûts qu'on engendre à l'intérieur des entreprises. Donc, c'est un peu, ça demeure difficile en santé d'avoir des petites entreprises qui vont partir puis qui vont pouvoir être en compétition avec les plus grandes bannières. Ce qui fait que les plus grandes bannières actuellement dans le domaine, ben, ils vont se multiplier. Ils vont devenir pan-québécois, les petites entreprises qui avaient 4-5 cliniques à l'intérieur de Montréal, mais ils sont rendus à 20-25 cliniques. On va avoir des cliniques qui vont ouvrir à Sherbrooke, qui vont ouvrir à Gatineau, un peu partout. On a des cliniques qui sont rendues pan-canadiennes. Puis je pense que la numérisation a vraiment sa place dans ça. Ça leur a permis de leur donner une crédibilité. Les gens veulent du beau. Ils veulent avoir confiance dans un beau site Internet qui ne change pas nécessairement la qualité de service sur le terrain après. On a difficulté en tant que start-up à faire face. On a aussi en santé tout l'aspect d'autodiagnostic. Les gens qui ont mal à la cheville, ils vont aller sur Internet maintenant, ils vont aller chercher de l'information. Parfait, il m'arrive en clinique. Parfait, j'ai une tendinite à quel endroit à cause de tel muscle. Puis finalement, on se retrouve avec une multitude d'informations qui est présente par le numérique puis qui n'est pas fondée. Donc, on essaie d'amener la science en professionnel de la santé puis de pouvoir éduquer les gens, mais on se retrouve avec une série d'informations dans le numérique qui est complètement erronée. Donc, ça devient encore plus difficile en tant que professionnel d'amener la bonne information aux jeunes. Donc, c'est des beaux défis qu'on a quand même à l'interne par rapport à ça. Au niveau salarial, ben, notre numérique est plus ou moins associé aux conditions salariales. En tant que coopérative, ce qu'on veut, c'est pouvoir profiter, justement, faire profiter l'ensemble de la population, donc d'amener nos salariés, donc nos membres à avoir un meilleur salaire, parce qu'on a un peu un partage des ristournes, finalement, au final. Fait que c'est d'amener une amélioration des conditions de travail de nos travailleurs, tout en leur donnant une raison sociale sur le terrain aussi, à l'intérieur de ça. Je pense que ça répond un peu. Parfait. On aura un peu de temps si vous voulez réagir aux commentaires de certaines personnes. Ben, je trouve ça intéressant, la mention de le mandat dont vous parlez, autour de la flexibilité. Je pense que la flexibilité, c'est un mot-clé vraiment pour l'avenir, la réalité du monde du travail actuel. Je pense que là, tout à l'heure, on a vraiment entendu parler de la flexibilité réclamée par les entreprises pour des besoins de coûts, puis pour des besoins d'économie, pour des économies forcées, pour réduire la masse salariale, etc. Mais quand on se place du point de vue, d'un autre point de vue, peut-être plus générationnel, la flexibilité, c'est c'est peut-être l'argument numéro 1 pour choisir une occupation, c'est d'être en mesure de contrôler son temps, contrôler son activité, à la limite même contrôler son propre travail. Alors, c'est sûr que ça s'accompagne aussi de conditions de précarité, mais je pense qu'on va vraiment dans ce sens-là. Les modèles de fonctionnement aussi, je pense que, comme Martin disait, je pense que les modèles, c'est très important parce que la dynamique relationnelle avec notre clientèle, elle change. Nous-mêmes, on a une autre relation avec l'information, avec tous les multiples abonnements qu'on a, les mots de passe, les renvois, la mise à jour de logiciels, les iTunes et autres dispositifs d'interaction. Tout ça, ça change, puis ça change le modèle de l'entreprise. Nous, évidemment, au fil des ans, juste dans notre modèle de communication, évidemment, on faisait du courriel au début. Ça marchait, le courriel, on rejoignait les gens. Mais maintenant, le courriel, ça ne sert plus à rien. Alors, il faut avoir vraiment une communication beaucoup plus englobante qui fait appel à différentes stratégies pour aller rejoindre les gens à travers les différentes plateformes, les différents réseaux, les différents multiplicateurs. Alors, nous, c'est un peu là que ça change au niveau de notre travail. Parfait. Oui, en fait, c'est très intéressant, évidemment, ce que vous dites. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la question pour moi de l'éclatement des frontières. Je pense que c'est ce qu'on constate avec l'arrivée du numérique principalement. C'est la question d'un éclatement des frontières, puis qui amène à avoir un réseau interindividuel qui est plus grand, mais aussi intra-individuel au fait que l'individu, dans cet éclatement des frontières-là, peut devenir lui-même sa propre entreprise. Une tentative pour arriver à se défaire de la dépendance à l'employeur. Puis on en voit les effets, c'est ce qu'on va explorer dans la prochaine question. Je fais des liens vraiment magnifiques.
ce que je pense. Je m'auto-congratule. Je me congratule aussi. Donc, la prochaine question qui vient avec un contexte. Tout comme dans le passé où on a vu un besoin de re-réguler le marché du travail face aux innovations technologiques et aux stratégies financières disruptives, l'industrie 4.0 et l'émergence du travail atypique proposent à présent un paradigme où chaque travailleur serait une micro-organisation qui assumerait seul les risques associés à son ouvrage. C'est dans le fond, si je m'avance peut-être un peu, là, mais c'est ce qu'on a constaté dans la réponse à la première question. Donc, dans cette nouvelle économie, quelles sont les innovations sociales nécessaires pour rééquilibrer les rapports sociaux? Je commencerai peut-être avec M. Barré. Bonne question, merci de la poser. Vraiment, par rapport à ce qui a été dit, je reviendrai sur l'idée, effectivement, que je pense que la figure du travailleur autonome, aujourd'hui, devient la figure dominante. Et ce n'est pas juste dans un processus d'impartition du travail, de sous-traitance, etc., mais même comme employé, comme salarié dans une organisation, on est finalement de plus en plus dans une figure du travail, dans une posture du travail, qui est celle du travailleur autonome, au sens où on est responsable, on est comme auto-employé, on est responsable de son travail, on utilise ses compétences, ses capacités, sa créativité, etc., pour finalement définir sa fonction. Et donc, on est aussi notre propre surveillant, on est notre propre évaluateur de la qualité de notre travail. Donc, même dans les organisations traditionnelles ou dans les figures du travail traditionnelles, je pense que cette figure de l'auto-emploi devient la figure dominante. Alors, effectivement, comment on régule ça? Et les enjeux sont multiples. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'auto-évaluation, rien que ça, on pourrait en parler longtemps. Je dis quelles barrières, quels garde-fous on peut mettre justement dans des choses comme ça où notre carrière, une partie de notre rémunération dépend de cela. Il y a vraiment de multiples enjeux. Alors moi, je voudrais citer peut-être l'une ou l'autre chose là, qui permettrait peut-être de lancer la discussion. Je pense vraiment ce qu'il faut penser dans cette idée aussi d'éclatement des frontières des entreprises et des autres organisations, à davantage en fait sécuriser les parcours de travail. Parcours qui sont hétérogènes, qui sont marqués de rupture, on passe d'une organisation à une autre, on peut être travailleur autonome et salarié dans une entreprise en même temps. Bref, les trajectoires professionnelles sont faites beaucoup plus de rupture, de bifurcation qu'auparavant. Et je pense que ce qu'il faut penser vraiment en termes de re-régulation du travail, c'est à sécuriser ces parcours-là. Et donc je pense que les personnes doivent être mieux protégées socialement, notamment en passant d'un statut à un autre, se reformer, retourner sur les bancs des universités ou dans d'autres structures d'enseignement, etc. Donc, et pour cette chose essentielle qui est de chercher du travail. Et donc je pense que des dispositifs publics qui permettent de sécuriser ces parcours-là sont vraiment essentiels. Dans le domaine artistique, la France, mais d'autres pays européens ont mis en place le statut notamment d'intermittent pour les artistes des arts du spectacle. C'est une forme de sécurisation justement qui permet de continuer en fait à avoir une protection sociale alors que l'on passe d'un projet artistique à un autre. C'est véritablement un statut en fait d'emploi, de travail. C'est une forme de sécurisation. Donc, deuxième élément que je voudrais amener, je pense que ce qui est essentiel aussi dans cette re-régulation du travail, c'est de mettre en réseau, de créer de la coopération entre les gens, entre les travailleurs. Et on a ici trois cas merveilleux. C'est ce que vous faites finalement. Vous mettez en réseau les uns avec les autres, dans le cadre d'une coopérative, d'une entreprise, c'est ça qui par nature fait ces liens-là, d'ateliers d'artistes. Je pense que le fait de pouvoir travailler ensemble, tout ce qu'on appelle le coworking, c'est quelque chose qui est intéressant. Et enfin, je terminerai par là, je pense aussi, ce qui est très important dans le contexte
de cette évolution du travail, c'est de donner une voix aux personnes, a voice, une forme d'expressivité qui permet de montrer qu'on existe, de savoir qu'on a une place dans la société, qu'on joue un rôle. Les artistes notamment, et notamment dans le contexte urbain, ont vraiment une voix, je pense, ils l'ont déjà, mais c'est très certainement quelque chose qui peut être développé. On parle aujourd'hui beaucoup d'économie créative, mais cette économie créative, c'est pas juste Ubisoft. Donner de la visibilité, donner une voix en matière d'expressivité à des personnes, encore une fois par la mise en réseau, par la possibilité de les rassembler sous un même toit, ou par des médiums qui peuvent être virtuels aussi, c'est je pense, des pistes intéressantes. Ok. Monsieur Gauthier. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie en tant que société à ce volet-là, parce que, bon, je mets une très grande importance sur le fait de responsabiliser les employés. Je pense que c'est bon. Encore une fois, je le répète, ça crée des emplois qui sont de qualité, qui stimulent l'intelligence de l'être humain. Donc, il faut, en parallèle à ça, encourager la collaboration. Dans le but d'éliminer le plus possible les emplois qui sont répétitifs, qui ne stimulent pas notre intelligence. Qui est à créer des programmes de formation, etc., sans nécessairement éradier tout ce type d'emploi-là. Je pense que c'est important comme société de créer des emplois durables dans cette direction-là. Aussi pour les grandes entreprises, on parle beaucoup des employés, des travailleurs autonomes, mais je pense que c'est important pour les entreprises d'enlever le plus de règles et d'encadrement possible, sans nécessairement mettre à risque la qualité d'emploi, mais simplement pour encourager l'innovation, la collaboration entre les joueurs. Donc, ne plus créer des emplois qui sont cadrés, qui ne permettent pas justement de sortir des sentiers battus. Donc ça, c'est important pour amener l'innovation. On parle dans le contexte de risques, effectivement, qui sont associés à des micro-organisations, des emplois qui requièrent qui amènent plus de responsabilités. Il faut que les entreprises soient conscientes de ces risques-là, puis apprennent à vivre avec ces risques-là, mais par définition, si on ne risque pas, on n'innove pas. Donc, si on veut garder notre compétitivité ici au Québec, c'est important de mettre à l'avant ces principes. Ça complète. Monsieur Lefebvre. La responsabilisation. Ça, évidemment, quand on responsabilise les employés, plus la structure devient horizontale, en fait, plus on laisse de place à l'initiative personnelle, plus on donne de place à la création en collectif, plus qu'on participe on aborde on aborde les situations dans une optique collaborative, participative. Donc, c'est important, je pense, toute cette valorisation-là, particulièrement chez nous, au sein d'un petit centre d'artistes avec peu de moyens. Une des choses qu'on peut faire, c'est justement permettre la valorisation, permettre la responsabilisation, permettre l'initiative et la flexibilité. Je pense que ça, on le voit beaucoup. Moi, en fait, nous, on est situé dans le pôle de Gaspé, en fait, qui est un édifice qui a été un ancien édifice industriel. Il y a une série d'édifices industriels de 10-12 étages qui ont été un peu pris d'assaut par à la fois un promoteur immobilier, mais aussi par toute une frange de l'économie créative. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le pôle de Gaspé, en fait, le pôle de création et de diffusion de Gaspé. Et c'est aussi un énorme pôle économique rempli de petites entreprises, de la créativité numérique. Il y a aussi plusieurs autres centres d'artistes comme le nôtre. Il y a plein de petits studios, il y a une très grande mobilité, il y a plusieurs espaces de coworking. Et hier encore, je parlais j'allais porter un chèque à quelqu'un qu'on a engagé pour c'est une consultante en art numérique. Puis j'ai
au moment où je suis passé, j'ai ouvert la porte, il y avait une réunion, il y avait à peu près 5 des créateurs d'art numérique les plus connus à Montréal qui étaient là ensemble, qui ne sont pas nécessairement regroupés en entreprise conjointement, mais les uns travaillent avec les autres et en fonction des projets, ils s'associent différemment, la configuration change. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est sûr que nous, si je prends la posture d'artiste qui est installée là dans le pôle de Gaspé, avant que ce soit pris d'assaut par l'immobilier puis les nouvelles startups de la créativité numérique, nous, on était très bien, on était dans un contexte économiquement, c'était viable, c'était peu louable, c'était pas cher. Et maintenant, le coût devient exorbitant. C'est sûr que ça chasse la clientèle artistique comme nous. Par contre, je suis emballé par la multitude d'interventions qui se passent dans le quartier. Ça se manifeste aussi de façon tangible à travers l'occupation de parcs, la mobilisation citoyenne, des meeting sessions, il y a des creative mornings, tous ces réseaux-là se créent par la magie des réseaux puis des centres d'intérêt. C'est ça qui fait qu'il y a toute l'animation du parc qui est régimentée par un système de réseau collaboratif. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui sont installés dans le quartier. Puis c'est là qu'il se crée de l'innovation sociale. Alors c'est assez... c'est des nouvelles formes d'interaction. Alors, je mentionnerais aussi, il y a un groupe, justement, notamment, il y a un groupe qui est ici né à l'Université de Montréal qui s'appelle le Laboratoire de recherche sur les récits du soi mobile. C'est animé par le professeur, M. Simon Harel. Et ils sont en train de mettre en place toute une infrastructure de quête, de récits et de mise en relation avec les citoyens à travers la captation de récits, la captation de fragments du territoire autour du campus Outremont. Et on a développé un projet avec eux, on attend la réponse, on espère que ça va se passer. Mais c'est là où, quelque part, le numérique, le tangible, l'expérience, la mise en relation, l'exploitation du voisinage, le renouveau citoyen, la mobilisation, toutes ces notions-là interagissent ensemble et constituent à forger la nouvelle économie et la nouvelle écologie. Des plus anciennes entreprises où on doit être capable de jumeler les deux puis d'amener les entreprises qui sont déjà stabilisées dans un domaine précis puis de les faire innover vers une raison sociale qui était peut-être moins à la mode il y a 15, 20, 30 ans, on en parlait moins. Donc quand ils ont créé le modèle d'entreprise, le modèle n'a pas été créé dans une fonction d'innovation sociale, mais dans une fonction d'économie où on veut créer, on veut avoir du profit, on veut créer quelque chose où moi je prends un risque en tant que personne. Puis je vais avoir des employés sous ma charge qui vont avoir un salaire décent, qui va être correct, mais où finalement, on n'a pas besoin de les responsabiliser autant que ce qu'on en parle maintenant. Donc, d'une partie, nos startups sont capables maintenant, puis on en parle de plus en plus, donc les gens qui vont s'asseoir puis créer des nouvelles entreprises vont prendre action déjà pour avoir une innovation sociale, avoir une responsabilité, mettre les gens au centre de l'entreprise. Je veux dire, le modèle coopératif est de plus en plus présent, on voit que ça fonctionne bien au Québec. On voit qu'une grande qualité, un gros avantage, c'est qu'en fait, l'ensemble des employés sont écoutés. Donc, toutes les décisions sont prises dans un conseil d'administration qui, eux, sont élus dans une assemblée générale annuelle. Finalement, tout le monde a pris des décisions sur l'ensemble de la vision de la coopérative. Puis ensuite de ça, l'ensemble des ristournes va être partagé à tout le monde, finalement, dans l'entreprise. Donc, on a ce modèle-là. De l'autre côté, je suis allé dans une formation dernièrement en innovation sociale où on parlait d'intra-entreprise puis d'extra-entreprise, où une même entreprise est capable de travailler sa raison sociale à l'interne, mais aussi de travailler, puis j'aimais bien le fait qu'on fasse un partage entre les entreprises, puis c'est une bonne façon d'innover, je pense, au Québec, puis c'est une façon qui s'en vient de plus en plus présente, c'est de se faire allier avec d'autres types d'entreprises qui vont compléter notre même raison sociale. Donc, d'amener différentes entreprises au sein d'une même communauté, d'une même mission, pour pouvoir faire évoluer, je pense, nos modèles actuels. Je pense que ça peut être une belle façon de faire évoluer notre société. Puis je pense qu'il faut que les grands dirigeants de chaque entreprise puissent amener
ces concepts-là à l'interne directement. Je trouve ça intéressant. L'espace coworking permet ça aussi, permet beaucoup de partage entre les entreprises, entre les dirigeants de chaque endroit. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie, comme on disait tantôt. On commence à créer des liens entre les entreprises. Au lieu de rentrer en compétitif, ben, on a une image qui est plus collective, une image qui s'en vient plus vers un aspect social plus important. C'est quelque chose de super intéressant dans les modèles d'entreprise actuels. Ok. Je ne sais pas ce que je peux ajouter pertinent après tout ça, mais je vais essayer. En fait, je n'ai pas la réponse pour qu'est-ce qu'on a comme innovation sociale qui serait nécessaire, parce que je pense qu'on a 3 jours devant nous, puis je n'ai pas la science infuse, mais premièrement, je pense qu'il y a un certain flou autour de qu'est-ce qui se passe au marché du travail, qu'est-ce qui se passe au point de vue des micro-entrepreneurs, c'est quoi l'ampleur que ça a. Et donc avant tout, je dirais que ça nous prend des données, ça nous prend de l'information, ça nous prend un bilan qu'on ne possède pas. Donc on n'a pas encore un portrait, il y a beaucoup d'intuitions, il y a beaucoup d'observations, mais on n'a pas un portrait clair qui nous permet d'agir. Donc moi je dirais que ça prend ça. Ça prend un dialogue, ça prend une discussion autour des entreprises, des citoyens, pour savoir quelles sont les actions qu'on devrait mettre en œuvre pour justement améliorer la cohésion de tout ça, des innovations, les rapports sociaux, etc. autour du marché du travail. Ça, c'est en ce qui a trait vraiment tout ce qui est transversal et global. Pour ce qui a trait aux entreprises, comme on a dit, c'est vraiment beaucoup l'autonomie qui ressort. Que ce soit des micro-entreprises à l'extérieur ou à l'intérieur des grandes entreprises, l'autonomie, c'est le mot-clé. Il faut revoir l'employé, il faut voir l'employé différemment. Puis les entreprises doivent changer leur structure managériale et leur façon de manager leurs employés. Donc maintenant, il faut leur donner plus d'autonomie, laisser la place à la créativité, les responsabiliser. Donc vraiment, il faut vraiment revoir la structure de l'entreprise. Et si les entreprises plus traditionnelles ne pourront pas être compétitives dans le futur avec cette structure-là. Donc, il faut voir l'employé comme une ressource. Les entreprises doivent aussi beaucoup investir dans la formation de leurs employés. Il y a beaucoup de changements technologiques. Si on veut rester à la fine pointe, il faut que les employés le soient. Pour qu'ils le soient, il faut investir dans ces employés. Même s'ils partent, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur qu'ils partent. C'est ça la jeunesse aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour rester, puis c'est correct comme ça. Donc, les entreprises doivent investir. Les employés, les jeunes et en fait tous les travailleurs doivent aussi prendre ce réflexe-là de rester à la fine pointe, de continuer à se former. Donc voilà, c'est à peu près ça que je dirais. Encore une fois, je sais pas s'il y a des réactions à chaud. Sinon, j'aurais peut-être une question. Considérant qu'on est en relation industrielle, la question qui peut-être des fois qui est dans ma pièce, je ne sais pas si vous voyez le même. Pour moi, ce serait la question des syndicats ou l'État. En fait, la question on parle de régulation, qu'il y a une nécessité de réguler, une nécessité de sécuriser les parcours qui sont de plus en plus individualisés, démocratisés. Je poserais peut-être la question à qui le rôle de réguler? Quelles seraient les réactions des organisations syndicales? Qu'est-ce que peuvent faire les organisations syndicales? Ont-elles encore une place dans la nouvelle économie? C'est peut-être pas nécessairement vos champs d'expertise, donc je comprendrais si vous désirez ne pas répondre à la question, ou répondre plutôt de la perspective de l'État. Est-ce que c'est l'État, les organisations syndicales ou d'autres organisations, d'autres lieux de discussion qui devraient prendre la place de la démocratisation des entreprises et de la nouvelle économie? J'en sais la question un peu en l'air, s'il y a des gens qui Moi, je pense que les organisations syndicales ont leur place. Par contre, il faut qu'ils soient conscients du mouvement qui se fait avec notre génération, qui recherche en effet plus de liberté, avoir accès à plus de créativité, ce qui amène, comme j'ai mentionné, la possibilité de prendre plus de risques. Donc, si on a deux choix par rapport à ça. Soit on essaie d'être proactif, de rendre d'amener plus de flexibilité au niveau de la prise de risque, ou on attend que ça vienne, parce qu'éventuellement ça va venir des membres de toute façon. De la manière que le modèle syndical est fait, je suis certain que ça va venir dans les prochaines années. Donc, pour réguler,
Bonne question. Je pense que ça va venir. Il va y avoir un équilibre qui va se faire entre les deux parties. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'État fasse tout le travail. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce que le syndicat fasse tout le travail. Mais je pense qu'il va y avoir un gros changement aux deux niveaux dans les 10 à 20 prochaines années. Je faisais d'autres réactions. Rapidement, peut-être. Oui, évidemment, les organisations syndicales ont toute leur place dans cette interface entre les travailleurs et les employeurs, mais pas seulement, la société aussi dans son ensemble. Ces organisations qui sont justement, qui apportent une voix, qui sont des porte-paroles, qui sont aussi évidemment par nature des organisations qui revendiquent de meilleures conditions de travail. Leurs enjeux sont énormes parce que justement, dans le système nord-américain de relations collectives de travail, on est dans une relation binaire entre le travailleur et l'employeur. Mais tout ce qui est autour, et y compris les membres, ou les membres potentiels qui devraient être davantage représentés, comme effectivement les travailleurs autonomes qui ne sont pas représentés, des gens qui sont en recherche d'emploi, qui ne sont pas représentés non plus, etc. Donc il y a des défis vraiment multiples, mais elles ont, je pense, vraiment par nature tout le rôle. En même temps que c'est ça, toutes les autres organisations qui font l'interface justement entre les travailleurs et travailleurs au sens large du terme, là, ça peut être les travailleurs autonomes aussi, et finalement leurs employeurs ou leurs quasi-employeurs. Et je pense que là, c'est quelque chose il faut être vraiment très attentif à ça. Il y a plein d'organisations justement qui jouent ce rôle-là. Je travaille beaucoup sur le secteur artistique, là, donc mes exemples me viennent plutôt de là, mais dans le domaine de la danse, par exemple, à Montréal, c'est ça, c'est tout un marché du travail et toute une économie importante dans les arts de la scène. Il y a quelques organisations comme ça qui s'occupent de la transition professionnelle, de la formation, etc., de la représentation. Ces gens-là, ce n'est pas des organisations syndicales, mais finalement, ils interviennent vraiment aussi comme des organisations représentatives, des organisations qui sont insuffisamment soutenues, vraiment. Elles permettent justement à des gens d'avoir des conditions de travail plus ou moins décentes. Là, les revenus, Pierre, qui travaille avec moi, on sait quelque chose. Là, c'est 26 000 $ par an, à peu près, le revenu moyen des danseurs professionnels. 10 000, ouais. Combien? Juste pour la pratique de la danse, 10 000. Juste dans, c'est ça, 10 000 $ à peu près de revenus. Donc bon, comment on défend ces conditions de travail-là, comment on les représente? Ce ne sont pas des organisations syndicales, mais elles ont toute leur place aussi dans ces choses. Bon, moi, je pourrais en rajouter évidemment beaucoup là-dessus. Normalement, je travaille dans le milieu artistique. Ça fait des années qu'on stagne. Ça fait 10 ans qu'on est au même niveau de financement. Il n'y a pas d'entrée de nouveaux organismes. En fait, dans l'écosystème avec les conseils des arts, il y a ce qu'on peut appeler normalement, quand on commence à faire affaire avec les conseils des arts, on dépose un projet comme pour une bourse individuelle ou un projet par exemple, on dépose un projet comme organisme et progressivement, on devient éligible à demander un financement récurrent, donc qui est reconduit d'année en année en fonction pour 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et ça fait 10 ans que ça stagne. Alors, il n'y a pas de nouveaux organismes. Là, le gouvernement dit qu'il veut ouvrir à la diversité, les jeunes, tout ça. Il n'y a pas de mécanisme de redistribution des fonds à l'intérieur même des conseils des arts. Là, ils ont commencé à en instituer. Et, par exemple, le Conseil des arts du Canada a revu ses programmes. Là, il y a eu des nouveaux fonds qu'il a décidé d'investir pour célébrer le Canada. Là, ensuite, pendant ce temps-là, nous, on croupit avec notre même 22 000 $ qu'on obtient par année du Conseil des arts du Canada. Et là, ils font des nouveaux barèmes pour mesurer l'excellence. Mais finalement, ceux qui font le plus performent le plus. Ils gagnent plus de points, ils gagnent plus d'argent. Alors, les règles qu'ils ont instituées en ce moment vont plutôt dans le sens de la consolidation que vers l'ouverture. Et là, le Conseil des arts et lettres du Québec a fait le même exercice de redéfinition des programmes. Il dit qu'il va réévaluer la redistribution des sommes entre les disciplines. On passe en évaluation pour les 4 prochaines années
Et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas d'augmentation au Conseil des arts du Québec cette année. Donc, ça veut dire, ça démontre à quel point le gouvernement est très loin d'aller dans le sens de la régulation, de la régulation pour améliorer les conditions de travail des artistes. Et oui, on a des associations professionnelles, mais on compte pour tellement rien. Il y a quand même des gens qui sont financés par les conseils des arts, qui sont installés depuis longtemps, qui sont quand même bien installés, ça chiale pas fort. Fait qu'il reste les autres, puis on n'a pas de poids, puis on n'a pas de voix politique vraiment, puis nos associations, ils vont pas manger à la bonne table, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, ça donne pas de résultat. Fait que c'est un peu ça le côté larmoyant de la situation. Et alors, je trouve que dans notre milieu, il y a beaucoup d'auto-exploitation. Puis le gouvernement compte sur nous pour assurer la viabilité d'un système culturel sain ou dynamique, mais il nous en demande pas mal. Fait qu'on est loin d'aller vers une certaine santé financière du milieu culturel. Parfait. Ça nous amènerait à la dernière question du panel, qui est est-ce qu'on ne surinvestit pas la responsabilité sociale des entreprises au regard de l'évolution des conditions de travail? On a pu discuter depuis le début de la question de la responsabilité sociale des entreprises, des volontaires. Mais donc, on va l'aborder ici, qui complète un peu la question que j'ai posée sur à qui devrait être le rôle. Maintenant, on se pose la question, est-ce que le rôle devrait être aux entreprises? Puis, encore une fois, si vous voulez continuer la réflexion au-delà de l'entreprise, la responsabilité des entreprises, libre à vous. Je commencerai par M. Vernon. Je pense que ce que je vois de cette question-là, c'est principalement le besoin d'identité de l'employé. Je pense que l'employé doit se trouver une identité à l'intérieur de l'entreprise. On parlait de responsabilité, de flexibilité, de tous ces facteurs-là qui viennent influencer l'importance que la personne va avoir à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que ces conditions de travail-là doivent être augmentées au départ de la responsabilité sociale? Ben, moi, je le vois un peu comme un donnant-donnant. Oui, on veut avoir des bonnes conditions de travail, mais même si j'ai un salaire de 200 000 par année, ça va durer un bout de temps où je vais être content de mon salaire. Puis, c'est pas ce qui va faire en sorte que le matin, je vais me lever et je vais dire j'ai envie d'aller au travail. Donc, j'ai envie de me lever, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de m'impliquer dans cette compagnie-là. Je pense que la responsabilité sociale de l'entreprise va avoir beaucoup plus d'empreintes sur l'identité de la personne à l'intérieur de cette entreprise, puis qui va faire en sorte que la personne va persister plus longtemps à l'intérieur de ce réseau-là. Je ne connais pas les statistiques dans les autres domaines, mais en santé, on sait au privé que l'employé va rester environ 8 ans. Donc, c'est une moyenne qui, j'aurais tendance à croire, qui pourrait être un peu plus basse, même dans plusieurs autres entreprises. Donc, va rester 8 ans, ce qui n'est pas beaucoup dans une carrière au privé quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises nécessairement. Fait que les gens vont se lancer ou vont aller vers le système public par après pour avoir des conditions de travail, des horaires de travail qui sont plus typiques, plus stables. Mais ça fait en sorte que ça nous amène à croire que, mais si on donne juste des conditions de travail, que la personne ne s'identifie pas à l'entreprise, ben on n'a peut-être pas, finalement, on ne résout pas peut-être le problème. Des personnes qui restent 10-15 ans, c'est très très rare dans le domaine de la santé qui vont rester au même emploi, à part en fonction publique. Donc ça nous amène beaucoup de difficultés sur le terrain. La réponse est non, on ne surinvestit pas dans la responsabilité sociale des entreprises pour plusieurs raisons. La plus simple aussi, c'est la réputation de l'entreprise est clé pour sa compétitivité. Aujourd'hui, c'est vraiment son actif le plus stratégique, c'est la réputation. Et beaucoup d'entreprises bâtissent leur plan d'affaires autour de ça. On peut penser à plusieurs exemples. Celui qui m'a frappé le plus, c'était au Super Bowl. Je pense, je ne regarde jamais le Super Bowl, mais j'avais vu qu'il y avait des publicités de Airbnb, etc., pour la diversité en plein, juste après l'élection de Trump. Donc, ça a donné un message très fort. Puis, je trouvais ça très intéressant d'un point de vue d'un consommateur, puis ça a consolidé l'identité de l'entreprise. Donc, c'est un peu incontournable. Le consommateur, ça, il recherche beaucoup cette marque-là pour la consommation. Donc, l'identité, la réputation, l'implication de l'entreprise est clé aussi. Finalement, pour l'attraction des talents. Ça rejoint aussi votre point, c'est aujourd'hui ce qui fait les millennials, pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils se sentent impliqués, il faut qu'ils se sentent valorisés, il faut qu'ils aiment leur travail, et ça prend des entreprises avec une vocation autre que la recherche de profit.
Donc, je pense que c'est un incontournable pour la société moderne, puis c'est ce que les entreprises devraient de plus en plus faire. Et entre parenthèses aussi, on parle de programmes gouvernementaux, mais les entreprises, pour être éligibles souvent des programmes gouvernementaux, l'ingrédient responsabilité sociale ressort souvent comme un critère distinctif qui peut donner des points de plus pour l'accès à ces programmes-là, notamment tout ce qui est programme LEED, pour s'adapter aux normes environnementales, etc., c'est de plus en plus nécessaire pour obtenir de l'aide. Donc non, c'est absolument incontournable, je pense. Parfait. Monsieur Gauthier? Oui. Je pense que la question, ça dépend, en fait. J'ai bien aimé l'intervention d'Alexandre Favron hier, qui disait que, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient présents ici hier, mais dans ses cours au HEC en administration, la responsabilité sociale, on l'aperçoit comme un outil pour améliorer notre compétitivité. Donc, ça ne vient pas nécessairement des valeurs de l'entreprise, mais plutôt on l'utilise comme un outil de marketing. Donc, c'est un peu triste qu'on enseigne ça à nos jeunes qui vont devenir les prochains gestionnaires exécutifs des entreprises. Ce qui fait que, dans certains cas, oui, il y a un lien, mais quand on pense à des multinationales, comme par exemple Apple, c'est facile de voir les publicités. On a des produits qui sont non toxiques, recyclables et tout, mais on oublie la main-d'œuvre en Chine, à Foxconn, qui est on avait installé des grillages dans les fenêtres pour pas que les employés se suicident. Il y a des lignes d'employés qui attendent pour travailler, puis c'est une question de est-ce que je peux nourrir ma famille ou non. Donc, oui, pour les entreprises ici, il y a un lien plus direct, mais quand il faut penser aussi à la main-d'œuvre l'international qu'on oublie souvent, qui est facile à oublier. Puisque, il y a beaucoup d'investissements au niveau marketing, puis évidemment, on ne parle pas de ces conditions-là. Je pense que ça doit venir du consommateur, ce genre d'exigence-là. On pourrait peut-être avoir, des indicateurs sur les produits, mais il faut surtout sensibiliser les jeunes et non leur enseigner que la responsabilité sociale, c'est un outil de marketing, mais plutôt une nécessité pour des emplois durables, une société qui est durable. Et donc, je pense pas qu'il y ait de lien nécessaire. Ça dépend de la définition qu'on a de la responsabilité sociale. Je pense pas qu'il y a de lien direct, en général, entre la responsabilité sociale et les conditions de travail. Je pense que la responsabilité sociale, c'est un ajout. Donc, une responsabilité, le mot responsable. Donc, on ne répond pas strictement aux normes en place qui sont dans la légifération qui est en place, mais on va prendre des actions supplémentaires, alors que les conditions de travail devraient en majorité être légiférées et utilisées pour attirer du personnel en plus de la responsabilité sociale. Okay. Monsieur Lefebvre. Moi, je considère, nous, comme organisme, notre mission, c'est de faire avancer des projets artistiques, c'est de faire avancer la carrière des artistes, c'est de faire profiter les citoyens des actions artistiques qu'on met en place, c'est de tenter des expériences nouvelles pour aller rejoindre de nouvelles clientèles avec des expériences artistiques intéressantes. Et la façon, pour nous, en fait, là, je déplacerais un peu la question, je dirais, quelque part, à partir du moment où on fait partie d'un écosystème, qu'on est reconnu dans un écosystème, c'est aussi la responsabilité du gouvernement d'aider à faire en sorte qu'on ait un minimum de décence dans les conditions salariales des centres d'artistes et dans d'autres secteurs de l'industrie, de la culture en général. Là. Alors voilà. C'est la responsabilité du gouvernement aussi. Monsieur Barry. Bon, alors, si la RSE, c'est le lien entre l'entreprise et ses différentes parties prenantes, alors je dirais, effectivement, non, on ne surinvestit pas trop, c'est sous-investi au contraire. Il faut davantage travailler la question de la responsabilité de l'entreprise, les questions éthiques aussi, mais plus largement les effets de l'action des entreprises sur leur environnement, au sens large du terme. C'est un environnement social, économique, environnemental aussi, mais culturel. Cette question-là est vraiment sous-exploitée. Et donc,
moi, j'ai pas trop de problème à penser ou à se dire que la RSE peut avoir un impact sur le plan du business. Tant mieux si ça en a. Mais je pense que c'est vraiment sous-travaillé de la part, des entreprises. Dans le domaine social, effectivement, il y a quand même au Québec beaucoup de cas récurrents où on voit des formes d'externalisation, de délocalisation très très fortes. Cette question-là est quand même, on se questionne quand même sur cette éventuelle responsabilité de ces firmes-là de délocaliser une partie de la main-d'œuvre, avec aussi tout l'investissement public qui a eu lieu. Je ne cite personne, vous aurez remarqué, mais des investissements, justement, des acteurs publics en matière de formation, de développement de la main-d'œuvre, etc. Puis on voit toute une partie de l'activité qui s'en va, par exemple, au Mexique, pour ne prendre qu'un exemple. Donc, responsabilité économique aussi, je dis, au-delà des investissements, tout ce qui touche à la modernisation de notre économie. Je dis notamment les secteurs des services ou dans les secteurs plus manufacturiers, toute l'innovation technologique. Il y a un retard en fait dans beaucoup de secteurs, notamment manufacturiers. Secteur des produits forestiers au Québec, là ça reste un secteur quand même important. On est encore dans une économie vraiment traditionnelle, alors que la forêt, là, elle est quand même très présente dans notre environnement au sens large. C'est porteur de plein d'innovations et de valeurs, d'une valeur assez extraordinaire dans les nouveaux matériaux, les médicaments, etc. Toute une série de choses. Bon, c'est ça. Ne peut-on pas aussi penser qu'on peut faire autre chose que du papier journal ou du carton ou du bois d'œuvre? Responsabilité environnementale, là, ça me paraît vraiment très important aussi, mais j'ai tendance à croire effectivement que ce n'est pas la seule réponse, la RSE. Il y a une réponse aussi, je dirais, traditionnelle, classique, qui est celle des relations collectives de travail dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail, de revendication de conditions de travail plus décentes, plus favorables, notamment pour certaines parties du marché du travail moins favorisées, les relations collectives de travail, l'action aussi des acteurs publics aux différents paliers de gouvernement sont également importants. Je pense qu'il y a vraiment des choses à jouer. Donc c'est certainement une réponse très intéressante, mais insuffisante. Parfait. Est-ce qu'il y a des réactions entre les panélistes peut-être? Sinon, je vous remercierai pour l'instant pour la période de questions. Je vous remercie nos panélistes. Lorsqu'on parle de flexibilité, on parle d'employés qui peuvent exprimer leur créativité, notamment par le télétravail, notamment par le travail à distance. Est-ce que ça s'inscrirait dans une logique de délocalisation plus sournoise, une délocalisation voilée, je dirais, où ça permet de trouver une main-d'œuvre plus compatible, par exemple, aux heures de travail pour la localité de Pacifique? Et étant donné qu'hier, il y avait aussi une de nos panélistes, Mademoiselle Raja, qui avait parlé du fait que l'absence d'organisation supranationale visant à réglementer, réguler certaines normes de travail qui est absente. En même temps, ça permettrait d'élargir cette territorialité des entreprises et en même temps échapper à un certain contrôle. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, une entreprise de rémunérer pour le même travail le matin un employé au Canada, puis de rémunérer, par exemple, au Mexique entre minuit et 7h du matin? Donc, je voudrais savoir plus son opinion sur. Je pense qu'il y a deux notions qu'on confond ici. Il y a la flexibilité qui est nécessaire par rapport aux exigences de l'économie moderne, c'est-à-dire, je ne pense pas que le 9 à 5 soit vraiment la solution idéale aujourd'hui à tout type d'emploi. Ce n'est pas toujours propice à la créativité, au déplacement. Les personnes peuvent parfois travailler de la maison juste pour garder parfois leurs enfants et aussi faire un rapport. Donc, je pense que ça va aussi dans une progression des conditions de travail pour les employés. Ils sont plus à l'aise dans une meilleure flexibilité. Mais oui, il y a un enjeu aussi
parallèle à ça, qui peut être la délocalisation, qui peut être l'accès facile. Comme on peut travailler en ligne et n'importe où, oui, ça peut. Mais ce que je voulais apporter, c'est un peu différent. C'est-à-dire que cette mouvance-là est positive, qu'elle est incontournable vu les exigences maintenant du marché du travail et des nouvelles technologies, mais qu'il y a aussi une réflexion à faire sur cet enjeu-là. Voilà. Si vous voulez compléter. Autre chose qu'on partage de ça aussi, c'est la flexibilité subie, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que cette flexibilité-là finalement participe à dégrader les conditions de travail, de vie, conditions économiques et sociales des personnes. C'est ça la frontière et la discussion, tout le travail qu'il faut faire autour de la re-régulation, de l'encadrement en fait, de ces pratiques-là. C'est merveilleux de pouvoir travailler de manière collaborative, d'être en contact, de faire toute une série de choses, mais à partir du moment où ça a un prix en termes de conditions de travail, ça devient problématique et ces enjeux-là se multiplient dans la sphère économique et sociale. Ouais, c'est sûr aussi, surtout dans la création numérique, évidemment, il y a des studios qui roulent 24 heures sur 24. Il y a des équipes qui sont en Amérique, après ça passe en Europe, ça passe en Asie, puis les équipes travaillent en continu. C'est sûr que c'est quelque chose, je pense que c'est à peu près incontournable. Quelque part, ça contribue à distribuer la richesse dans le monde. Hein? À quel coût? Ça. On avait une autre question. Oui, merci pour votre intervention. En fait, j'avais une question qui rejoint un peu, qui vous adressée, mais aussi peut-être aux acteurs syndicaux dans la place, puisqu'on a entendu parler en fait de rapports collectifs de travail, de mobilisation. Puis, en parallèle avec ça, la révolution numérique, si on veut, est-ce qu'on parle de la même mobilisation? Est-ce qu'elle est aussi efficace quand ça apporte une grande portée, un étendue plus large, donc peut atteindre un grand nombre de personnes, mais est-ce que de signer une pétition en ligne ou de liker une page Facebook, est-ce qu'on parle de la même mobilisation? C'est comme des réactions. Faire attention, c'est quoi la définition de mobilisation, effectivement. Ça n'a pas le même impact de dire que j'ai signé une pétition ou j'ai liké une pétition sur Facebook, ou de dire que je suis allé dans la rue manifester. Il y a des impacts. On peut utiliser les outils à différents niveaux. Effectivement, c'est un avantage d'avoir ces innovations-là, mais il faut les utiliser où ils doivent être utilisés et dans la situation où ils doivent être. Des comportements individuels aussi de faire ça, donc tu n'as pas la dimension collective de participer à une manifestation, etc. Ça laisse quand même l'individu et le travailleur dans une position très individuelle. Bien, il y a quand même des enjeux de mobilisation, par exemple avec le Forum social mondial. Bien, il y a tous des créneaux d'intelligence qui sont alimentés par le discours, la documentation qui est mise. Je veux dire, ici, on est à l'université, il me semble que c'est un endroit où est-ce que ça se passe en temps réel, là, mais il y a des mobilisations qui passent à travers les réseaux, les gens s'auto-alimentent, puis contribuent à l'avancement du discours, puis à l'avancement de politique, puis au partage d'initiatives nouvelles en innovation sociale, en coopération, en développement économique alternatif, en économie solidaire. Tous ces réseaux-là, ils gravitent, ça dépasse de loin. La mobilisation permise dépasse de loin simplement like d'une page Facebook là, ou de répondre à un sondage. C'est davantage la création de l'intelligence collective. L'intelligence collective était annoncée dans les années 90 avec les ordinateurs, mais je pense qu'on est rendu à l'intelligence collective qui passe à travers les réseaux numériques. Une chose que je déplore, par contre, c'est qu'il y a une perte, il y a de plus en plus d'organismes qui dilapident les archives lors de la refonte des sites web. Et ils jettent à l'eau souvent beaucoup de recherches qui ont été accumulées. Puis là, là, c'est le temps de faire la refonte, il faut que ça marche dans mon téléphone. Ça, on laisse tomber. Puis il y a beaucoup de documents qui disparaissent de sites web de référence. Mais bon, c'est une petite bloc en passant.
Vous avez une question à rien, Mais oui, un commentaire plutôt quand on parlait de la place des syndicats dans les nouvelles technologies, puis l'implication, puis est-ce qu'il y a sa place? Moi, je trouve que c'est évident que les syndicats ont leur place. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le syndicat représente les membres, puis c'est les membres qui vont vivre ça. Puis si on veut que ça fonctionne, il faut que les membres collaborent, puis qu'on ait au moins l'idée de ce qu'ils veulent. Je l'ai vécu dans certains cas où... Le problème, c'est que ça va trop vite souvent. On impose des choses, puis le monde devient insécure, puis là, c'est normal, ils sont un peu réfractaires. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Madame a dit quand il faut donner la formation aux gens. Moi, je viens du réseau de la santé, puis une personne qui prend sa retraite aujourd'hui du réseau de la santé et réapplique sur son poste lundi ne répondra pas aux critères de la tâche. Ils ne l'embaucheront pas, parce que ça ne marchera pas. Mais cette personne-là, elle a travaillé 30 ans, 35 ans à ce poste-là, mais elle est bonne là. Donc, il y a des formations qui doivent se donner. Les formations, c'est valorisant, c'est sécurisant, puis il peut y avoir une transition. Les nouvelles techniques de travail, il y en a plein qui sont pour ça. Il faut s'adapter, hein? Il y a une mouvance qui se fait, et on l'a vu, là, ceux qui sont 30-35 ans partent, il y a des nouvelles personnes plus jeunes avec des nouvelles idées. Donc, il faut, puis on parle d'intelligence collective, je l'ai aujourd'hui, moi, ces personnes-là, ensemble. Puis j'ai vu chez nous où j'étais, l'employeur nous appelait le syndicat parce qu'il y avait un problème, une nouvelle technologie qui voulait impliquer, puis il n'était pas d'accord du tout. Fait qu'on a fait le tour avec, puis on a vu qu'on a pris des moyens pour pas que ça se fasse parce que ça n'avait aucun sens. On pourrait en parler longtemps parce qu'il y avait à l'époque des enveloppes brunes là, qui pouvaient se passer, puis une affaire qui n'avait aucun sens pour l'hôpital, là, mais il semblait que tout le monde était d'accord avec ça à la haute direction. Mais là, le syndicat prenait son importance. Il peut y avoir positivement des choses, puis c'est ce que j'avais dit aux représentants, parce qu'en entrée de jeu, ils nous avaient dit ça va se faire parce qu'on a décidé de le faire. Je dis peut-être pas décidé de le faire, mais je peux te compliquer la vie en maudit. Parce que les travailleurs participent à ça. Puis on est toujours gagnant en allant consulter les travailleurs, selon moi. Donc, dans ce cas-là, oui. C'est juste à la vitesse où on va, puis la formation continue des gens. Parce que ce que je déplorais, puis je l'ai souvent dénoncé, on va beaucoup essayer de recruter des gens, mais ceux qui sont là depuis 10, 15, on les prend pour acquis, hein, vous l'avez dit, il reste longtemps dans la maison, on les prend pour acquis, on n'a plus besoin, ils sont là, parce qu'ils sont comme au point de non-retour. Pas personne va quitter un poste de 15 ans pour aller se relancer sur le marché du travail au privé quand tu as été dans la santé, c'est clair, là. Mais il faut quand même les revaloriser, ces personnes-là, parce que ils font du présentéisme, ils font du temps, puis ils calculent le retraite. Là. Mais c'est gagnant pour un employeur d'impliquer ces personnes-là par le syndicat dans les nouvelles, selon moi. Merci, M. C'est d'être capable de mettre des gens qui vont être en agent de changement, soit des psychologues du travail ou dans le système de la santé, il n'y en a pas sur le terrain. Je veux dire, ce qu'on voit dans le système public, on ne le voit pas. Donc, ils ne prennent pas mobilisation des employés qui sont là pour modifier puis passer dans le temps, ce qui fait en sorte que la personne qui a 30 ans d'expérience n'est plus qualifiée ou n'a pas changé dans le temps avec les changements. Puis je pense que l'entreprise soit au privé ou au public, c'est un point de vue qui est super intéressant, qui pourrait être débattu dans un autre domaine. Mais c'est la nuance que je vois, là, ce qu'on ne fait pas sur le terrain beaucoup, puis qui pourrait être pertinent, je pense. M. Rondeau. Oui, Patrick Rondeau, FTQ. Deux choses. Premièrement, je vais continuer aussi sur... on est souvent comme ça. Hein? Les gens pensent que... Donc, écoutez, sur la question du rôle des syndicats, moi j'en vois deux là-dedans. Les nouvelles formes d'économie, elles sont nouvelles, mais on reste dans un paradigme d'économie de toute façon. Donc, c'est nouveau, puis ça ne l'est pas en même temps, c'est la technologie qui a changé. La base même des syndicats, malgré toute la perception des médias, je ne peux pas en penser, reste quand même un acteur social qui protège, en fait, au niveau social, d'équité, de justice, etc. Donc ce rôle-là reste, et dans une nouvelle forme d'économie, ce que l'on voit, il y en a deux. Effectivement, une ancrée dans la responsabilité sociale, le coworking, cette espèce de thinking-là, qui fait en sorte que les gens vont travailler sur des projets communs, avec des outils communs, c'est une chose. Et on a l'autre de l'autre côté, où on a plus l'économie de partage à la Uber, etc., qui miroite en fait des possibilités individuelles, mais qui revient à un capitalisme assez sauvage qui essaie de contourner en fait tout ce qui est loi fiscale, etc. Donc on est dans ce milieu-là. Donc ces valeurs-là de base, elles sont toujours présentes, et je pense que les syndicats ont leur rôle à jouer dans cette façon de s'assurer que ces valeurs-là soient respectées. Et l'autre aspect qui est quand même intéressant, c'est que
Si on revient de certaines formes d'économie assez primales, là, quand on revient, admettons, à Uber, mais je pense que les syndicats doivent se poser la même question aussi, avoir une réflexion sur leur mode même de syndicalisation. Vous savez, syndicat, en fait, l'étymologie, ça signifie c'est-à-dire avec, ensemble, édic, c'est justice et procès. Donc, ça signifie des gens qui se regroupent ensemble pour défendre leurs droits. Et on est toujours dans un état de droit, donc je pense qu'il y a matière à repenser la syndicalisation en dehors de la boîte légale qu'on a. Et peut-être que des individus qui se regroupent ensemble pour défendre leurs valeurs et leurs droits ont toujours sa place avec un support qui existe déjà. Et ça existe déjà, hein. Vous savez, les chauffeurs de taxi, par exemple, c'est des travailleurs autonomes. Mais ils sont regroupés ensemble à l'intérieur des syndicats de la FTQ. On a les sages-femmes à la CSN, c'est la même chose. Ils ont un statut de femmes autonomes, de travailleuses autonomes, mais ils sont regroupés ensemble pour défendre leurs droits. Donc je pense que cette structure-là, elle est toujours adaptée, ce principe-là de guilde à une certaine époque. La guilde des musiciens, l'UDA, c'est aussi des regroupements de ce genre. Et deuxième chose, pour rebondir aussi sur la question de la mobilisation, parce que je conseille la mobilisation à la FTQ, les nouvelles technologies, c'est un outil. Il n'y a pas de formule magique, malheureusement, pour mobiliser. Ça reste encore... En fait, il y a des éléments qu'il faut absolument avoir, c'est le sens, la motivation et l'identité. Ça signifie qu'il faut qu'une mobilisation ait un sens pour les gens. S'ils comprennent que ça va vers quelque chose, mais ils vont être interpellés à y arriver, il faut que ça les motive aussi. Est-ce que c'est un enjeu qui les motive assez? Si oui, ils vont embarquer naturellement, parce qu'on ne peut pas les forcer. Et ils doivent s'identifier à tout ça par le fait même. Et je dirais, plus les gens participent aussi à la décision des actions qu'on va entreprendre, plus ils vont participer aussi. Et le reste n'est qu'outil rendu là. Est-ce qu'on avait des réactions des panélistes sur les deux interventions? Ben, rapidement, moi c'est évident, les organisations syndicales sont des organisations de modernisation qui sont hyper efficaces. Je citais tout à l'heure le cas des produits forestiers au Québec. Quand même, les grandes organisations syndicales ont joué un rôle vraiment majeur, notamment dans tout ce qui touche à la certification environnementale. Maintenant, la valeur du bois, au-delà de sa valeur strictement marchande, a aussi une valeur immatérielle, c'est-à-dire les conditions de récolte du bois, de croissance, etc., comment on appelle ça, de préservation de la ressource. Je dis, c'est quand même les grandes organisations syndicales au Québec qui ont amené cette question de la certification environnementale et qui l'ont couplée à la question de la responsabilité sociale aussi des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a des organismes qui vont certifier le bois, qui sont des organismes internationaux, mais il y a eu toute une action par le bas et les organisations syndicales ont été vraiment essentielles là-dedans. Donc ça me paraît vraiment tout à fait évident. Et je pense qu'il faut pouvoir justement lier cette question de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure à la question des droits du travail et à la question du développement, la préservation aussi du travail et de l'emploi dans les différents secteurs économiques. Okay. Il faudrait peut-être, il y a une question dans la salle. J'avais une question, moi. Je vais rapide. Oui, dans le fond, je veux poser la question avec dans le fond, ce qu'on a vu depuis le début, la mise en réseau par l'innovation qui est un des effets très importants, la démocratisation, l'autonomisation. Puis, avec les questions qui ont été posées, je me posais la question, est-ce qu'on en est à redéfinir ce qui est le collectif? Puis, ça peut-être un rebond sur ce que M. Lefebvre disait à propos des regroupements d'artistes qui sont un peu de façon naturelle, individualisés, par des intérêts qui sont communs. Est-ce qu'on en vient à redéfinir ce qui est une collectivité, ce qui est un collectif qui prend une décision, qui prend une direction? C'est une question vraiment large, hein, on ne la réglera pas en 5 minutes. Mais si vous avez des réactions. C'est une très bonne question. Elle est très large. C'est très large, mais je pense que l'arrivée de nouveaux outils qui permettent justement de concaténer, de prendre le plus de données possibles, d'opinions, par exemple, etc. Bon, ça, c'est un avantage. Bon, ça, on a l'arrivée de plusieurs pôles, bon, on a déjà des pôles technologiques ici au Québec,
Mais on a de plus en plus de collaboration entre différents réseaux, comme vous l'avez mentionné. C'est facilité par la technologie, mais encore là, c'est des outils. Donc, selon moi, on ne redéfinit pas, mais on facilite la rue de ces réseaux. Oui, moi je ne cacherai pas la question. Ta question est excellente, parce que je pense que ça résume finalement beaucoup de nos discussions. C'est le décalage ou la redéfinition aujourd'hui du collectif. Finalement, ce qui nous relie, les points communs dans le domaine du travail et de l'économie, de la vie urbaine, etc., sont aujourd'hui finalement à un autre niveau que simplement le niveau de l'entreprise. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais je pense qu'il y a un tas de choses qui relient aujourd'hui les personnes et les principaux enjeux du travail se situent à ce niveau-là. Je prends simplement un bête exemple. Je dis des gens qui travaillent autour d'un même projet technologique, qui viennent d'entreprises qui sont différentes, qui travaillent finalement sur le même projet industriel, construire un nouvel avion par exemple, mais qui ont des employeurs qui sont différents. Leurs conditions de travail ne sont pas les mêmes, ni leur salaire, ni leur forme de protection de travail, etc. Et pourtant, c'est ça leur collectif. Ils travaillent tous ensemble à mettre au point un nouvel avion qui se veut révolutionnaire, etc., qui a des effets importants. Et ils ont des conditions de travail, ils sont dans des mécanismes aussi très différents parfois de protection de leur santé, du bien-être, etc., qui sont différentes. Voilà un exemple qui montre justement ce décalage aujourd'hui entre la réalité économique et la réalité du travail. Donc, comment penser aujourd'hui les formes nouvelles d'agrégation? Les syndicats sont par nature des organismes, on peut dire d'interface au sens noble du terme, là, qui permettent justement de donner une voix, de défendre, de mettre ensemble. Ils ne sont pas les seuls, il y a tous les autres aussi, il y a un tas de petites organisations, mais qui sont essentielles dans la vie. Les coopératives, les ateliers d'artistes, toutes les formes de coworking, toutes les organisations qui aujourd'hui mettent des gens ensemble dans le secteur artistique, notamment les artistes, ça me paraît vraiment essentiel. Une idée que j'ai oubliée, ça me reviendra peut-être. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est que, en fait, avec tous ces réseaux et toute cette technologie, l'information circule très vite et les citoyens ont une voix qui porte beaucoup plus qu'avant. Et ça change un peu la dynamique, en fait. On n'a qu'à penser à toutes les notations qu'on peut donner aux produits qu'on consomme. Donc, une réputation d'une entreprise tient vraiment sur le bout d'un fil. Il suffit une mauvaise expérience, elle va faire un tour viral. Donc, ça, c'est pour l'appréciation des expériences, mais aussi pour tout ce qui est mouvement citoyen. Et ça avance très, très vite. Et donc, c'est devenu quelque chose à considérer beaucoup dans les rapports sociaux. Je trouve que la voix citoyenne, elle a pris vraiment beaucoup plus de force avec les médias sociaux, etc. On pense à un exemple d'actualité, le passager qui a été jeté dans l'avion. Il y en a plein d'exemples comme ça. Donc, c'est un outil que les citoyens peuvent utiliser, puis ça a des impacts majeurs sur les entreprises. Donc, effectivement, c'est positif parce qu'ils n'ont pas le choix il faut qu'ils fassent attention à leur responsabilité sociale. Oui, j'avais oublié. J'ai retrouvé mon idée. Vous étiez juste à côté. Ce collectif-là, je pense qu'il est aussi territorial. Finalement, ça peut être intersectoriel, ça peut relever de l'économie, des arts, de tout ça ensemble, mais il y a quelque chose qui, je pense, est géographique. Dans le contexte montréalais, ça me paraît vraiment évident. Je pense que ce collectif-là, il est urbain. Et donc les institutions au sens large du terme, pas seulement publiques, ont un rôle, je pense, clé à jouer. Ça peut être des régions, ça peut être une série de choses, mais je pense que la dimension géographique de ce collectif-là est vraiment essentielle. Peut-être c'est l'atomisation du collectif aussi. C'est-à-dire que c'est le collectif qui se fragmente, en fait, qui se réorganise autrement, autour d'intérêts multiples. Et paradoxalement, moi, je trouve que ça affaiblit le sens du collectif commun, donc du projet commun, comme du projet collectif qui rassemblerait, par exemple, une nation, une province, un peuple, autour d'un projet collectif, d'un projet social collectif commun.
Alors, je trouve que c'est... C'est un excellent mot de la fin. Donc, on remerciera nos panélistes et je remercie aussi le public pour vos questions.